Là, vous m'entendez? Vous êtes avec moi, c'est bon? Alors, réacteur à tout le monde. Bon, je ne vous cache pas, Gérard, et à tous les, on va dire les auditeurs, hein, les élèves, c'est un peu compliqué. On a maintenant Mincha à 8h15. Tant qu'on est dans cette période de l'année où l'heure du cours tombe à peu près entre l'heure de Mahrib ou de Mincha, c'est un peu compliqué. Donc, j'essaie de faire au mieux pour pouvoir donc remplir cette heure et vous abreuver de halakha comme on a l'habitude avec l'aide d'Hachem. Bon, alors, notre ami Gérard m'a sollicité pour donner un cours m'a sollicité donc pour donner un cours sur les halachot du Shemitah. Mon premier réflexe, c'est de dire que ça concerne essentiellement les rabbanim d'Eretz Israël. Nous avons effectivement un petit impact en Chutz La'aretz, mais enfin, l'immense majorité de l'application de ces mitzvot, c'est en Eretz Israël. Mais il n'en reste pas moins que bon, c'était un pari quelque part, c'était une gageure pour moi de dire, et voilà, avec un œil extérieur, on va dire, on va rentrer à l'intérieur de Eretz Israël pour vivre un peu cette année de Shemitah, comprendre un peu comment elle marche, encore une fois, du point de vue halakha. On peut faire des cours, beaucoup de shiurim sur la profondeur de la Shemitah. C'est quelque chose de vraiment ce qui nous interpelle, et je vous interpelle et je m'interpelle en disant ça. Une mitzvah, imaginez un petit peu une personne qui travaille, un cultivateur, l'essentiel de sa parnassa, de son gagne-pain, c'est le travail de la terre. Et puis au bout de 6 ans de bon et loyaux service, de travail sur la terre, la Torah lui interdit de travailler. Elle lui dit tu arrêtes. La 7e année, tu vas t'occuper que de Avodat Hashem. Tout est Avodat Hashem. Vous travaillez dans les champs aussi, est Avodat Hashem. En Chassidut, on explique que c'est dire Rabat Artonim. C'est une résidence pour Dieu dans ce monde. Donc on élève tout ce que l'on cueille, tout ce qu'on récolte. D'autant plus qu'en Eretz Israël, chaque chose que vous récoltez, elle est embaumée par des mitzvot. Il y a la Trouma Gdola, on donne au Kohen. Il y a le Maaser qu'on donne au Lévi. Et le Lévi lui-même, il donne Maaser Mina Maaser, le 10e de ce qu'il touche, il le donne au Kohen. Et puis la première, 2e année, ainsi que la 4e et la 5e année, donc 1re et 2e, et 4e et 5e, on donne le Maaser Sheni. Ça veut dire sur ce qui reste de la récolte, une partie que l'on amenait à Yerushalayim et qu'on consommait pendant les fêtes. Et l'année 3 et 7, on donnait le Maaser Ani, encore une fois, sur ce qui restait de la récolte. Ça veut dire que tout ce qu'on récolte, on sent la toucha. C'est quelque chose c'est à Dieu, c'est pas à nous. Beaucoup d'impôts, on va dire, impôts c'est négatif, mais c'est des impôts de Chine. C'est kadosh, on le donne à ceux qui en ont besoin. Donc ça, c'est facile de comprendre qu'en Eretz Israël, le travail de la terre, c'est un travail kadosh. Il y a d'autres mitzvot, pH, shicha, ce que tu as oublié dans la récolte, tu dois le laisser pour les pauvres, tu dois laisser le coin de ton champ, et ainsi de suite. En Eretz Israël, on ressent dans la terre la doucha d'Eretz Israël. Et là, la Torah nous demande, ok, tu fais des Rabat Artonim, tu fais une résidence dans ce monde-là, matériel, mais là, la 7e année, c'est fini. Tu fais Kulo Kodesh, tu es interdit de travailler. Tu dois faire Efker, tout est domaine public, tu dois déclarer domaine public, tout est bien, tout est récolte. Tu n'as pas le droit de faire du business, faire Sora. Au bout d'un certain temps, quand il ne reste plus des fruits en question, quand vous posez la 7e année, il n'en reste même plus pour les animaux à l'extérieur, ce que tu as pu engranger chez toi, tu dois le sortir. C'est ce qu'on appelle le Zmana Biour. Biour, des récoltes, on les met dehors, on les laisse à disposition de tout le monde. Donc, la Torah nous donne mamash une mitzvah, je veux dire fabuleuse, c'est une mitzvah de Mesirut Nefesh. Pas sous de Mesirut Nefesh. Quelqu'un qui a la force de dire à cette année, je ne travaille pas, comment on va vivre? On va vivre avec la bracha d'Hachem. C'est vraiment un commandement de bitachon. C'est extraordinaire. Je ne vous cache pas que je souhaiterais moi-même être confronté à ce Nisayon et voir comment on va faire la 7e année, avec quoi on va manger. Je parle clair, je ne parle pas de quelqu'un qui a de l'argent, qui a engrangé, qui a la banque qui est plein d'argent, il n'a rien. Il n'y a que le fruit de ses mains, il arrête et c'est Dieu qui va donner. Extraordinaire. Donc voilà la mitzvah, la neshama de la mitzvah de Shemitah. Et la Torah, ça veut dire qu'elle nous demande d'être des malachas shoret. La Torah nous demande d'être parfois des anges.
Voilà. Mais comme vous le savez, qu'on restera toujours des anges humains. Ça veut dire qu'il y a un cadre étroit à tout ce que la Torah nous demande. Un cadre de mitzvot. Mitzvot, comment faire? Qu'est-ce que ça veut dire arrêter? Je laisse tout tomber et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Et là, je passe directement, hein, je vais un peu vite, je passe directement donc au Chiyuvim de la Shemitah. Il y en a 4 Minatora, il y en a 2 Midrabanan. Mitzvah, première mitzvah Minatora, c'est Chiyuv d'être mafkir tous ses biens. Ensuite, une fois qu'on aura fait tous les Chiyuvim, on va se poser la question, alors qu'est-ce qu'on mange pendant cette 7e année? Est-ce qu'on a le droit d'aller au marché et acheter n'importe quel fruit? Est-ce qu'on est en France, je vais acheter des pommes ou des oranges Jaffa, est-ce que j'ai le droit de manger des oranges Jaffa? Qu'est-ce que je fais pendant les premières années, de la première à la 6e année du cycle de la Shemitah? Eh bien, tout simplement, j'achète des fruits d'Eretz Israël, je prélève. Je sais prélever Trumot ou Masro, c'est compliqué. Je un Chercheni, j'achète le Lintar Evaï. Je sais comment procéder. Mais maintenant, la 7e année, c'est différent. Les fruits qui sont là ne devraient pas être en France. Ils sont, normalement, il y a l'interdiction de les sortir. Donc, est-ce que j'ai le droit de les manger? Donc, on a un vrai problème. Alors, vous pouvez me dire, vous, les Israéliens, bon, bah, écoutez, on a des magasins, c'est marqué avec des très bonnes théodotes, de la Haridit, de tel rave, mais pour ça, moi, pas de problème. OK, mais à part ça, on est toujours confronté. Vous allez voir un ami qui n'est pas au courant de tout ça, un bon juif qui n'est pas au courant de tout ça. Il a un figuier chez lui, il a un arbre à pamplemousse. Est-ce que je peux prendre un pamplemousse et le manger? Tout simple. Comment est-ce qu'on va vivre? Qu'est-ce qu'on fait avec tous les légumes qu'on trouve partout? Est-ce qu'on est limité exclusivement à ces fameux magasins qu'on trouve en Eretz Israël avec les meilleurs théodotes et tout? Et là, on peut acheter des fruits et des légumes. Tout le reste, on ne prend pas. Comment ça fonctionne? Vraiment, cette mitzvah nous dit d'archénie. Hein, elle nous dit, nous, il faut trouver une explication. Comment on va vivre? Alors, je vous disais, donc je vous fais donc pour l'instant une succession des interdits qui vont concerner aussi bien le cultivateur, celui qui a un jardin, celui qui a un champ, que le commun des mortels, qui n'ont pas de ça, mais qui sont confrontés à des rencontres avec des amis qui ont des fruits, qui ont des légumes. Est-ce qu'on peut les manger? Donc, je vous disais, la première obligation pour toute personne qui possède des fruits ou des légumes, des produits de la 7e année, c'est cette année, Tafshin Pebet, hein, on est maintenant pratiquement au terme de l'année, à partir de mardi prochain, c'est Rosh Hashanah, et bien voilà, il y a un nouveau cycle qui repart. Il y a une obligation, comme je vous disais, de faire Efker. J'ai un champ de pommes, mes pommes sont Efker. J'ai un champ de blé, je fais Efker. Un champ de légumes, il est Efker. Bon, il y a maintenant toute une discussion. Quelle est la teneur de ce Efker? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on fait le Efker en question? Normalement, si on veut bien faire les choses, il faut le faire avec la bouche et devant 3 personnes. On doit prendre 3 personnes et dire voilà, devant vous, je déclare que tous les fruits qui sont en ma possession, eh bien, ils sont Efker. Ils sont domaine public. Efker égale domaine public. Première chose. Je vais rentrer dans les détails. Deuxième obligation, c'est marqué, je t'ai donné cette terre, le pasouk c'est le suivant, Ve'aita Shabbat la aret lachem le'ochla. Je donne un Shabbat à la terre, le'ochla, pour la consommer, manger, et on fait le drouche vélo le'efsed. Vélo le'efsed, qu'est-ce que ça veut dire vélo le'efsed? Ça veut dire que je n'ai pas le droit, et le le'efsed, vélo le'srora. Je n'ai pas le droit de faire du business. Donc, revenons à la possession. La Torah ne veut pas que je possède ces choses-là, donc je fais tout Efker. Voilà, première chose. Deuxième obligation, c'est l'interdiction de Efsed. Je n'ai pas le droit d'abîmer les fruits de la Shemitah. Qu'est-ce que ça veut dire? Le'ochla velo le'efsed. Vous avez ceux qui vivent en Eretz Israël, vous avez certainement vu comment il y a des poubelles spéciales dans lesquelles on met les épluchures des fruits et des légumes, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'être mafsid, d'abîmer
ces fruits qui sont kudoshim. Ils ont une douche en eux, les fruits d'assiette amenés. Vraiment, en Israël, on vit vraiment dans la douche. Imaginez un petit peu, vous allez acheter maintenant des poires, vous allez éplucher la poire, eh bien, vous avez un petit sac spécial dans lequel vous allez mettre les épluchures de leurs fruits. Donc, les ochla pour manger, vélo lefsed, ça n'a pas d'abîmer. Les ochla, vélo lesrora, c'est troisième interdiction. Et les dernières, c'est la suivante, c'est marqué dans le pasouk, ou le bem techa, tu donneras donc la récolte à tes animaux, ou la chaya asher be'artsecha, et aux bêtes sauvages qui sont dans ta terre. Et on fait le drouche suivant, kala le chaya asher besade, kala le bem techa minabait. Quand il n'y a plus de récolte dans les champs pour que les animaux, on est d'accord au même niveau que les animaux. Dès l'instant qu'il n'y a plus de quoi manger, il n'y a plus manger on va dire des radis pour les animaux, et bien tous les radis que j'ai pu engranger à la maison, je dois les sortir et les mettre à disposition de tout le monde. Ça, c'est la dernière obligation, je vais les résumer ensuite, qui s'appelle l'obligation de bi'our. Les va'er, ça veut dire vider sa maison de tout fruits et légumes que j'ai pu engranger, avec permission bien sûr, on va voir comment. Il faut les mettre dehors. Donc je vais résumer. Je résume les 4 choses que je viens de dire. Ça vaut la peine de faire Chazara, bien sûr, sur tout ça, hein, messieurs et mesdames, mesdames et messieurs, parce que c'est pas des choses qu'on acquiert comme ça d'un coup. Certains vivent avec, mais déjà, pour conceptualiser les choses. Donc, du passage que je viens de citer, on apprend 4 mitzvot minatorales. Premièrement, faire Efker, tout ce qui nous appartient est public. Il faut que les champs soient accessibles, ça veut dire des champs, soient accessibles, n'importe qui peut venir en prendre. Il y a des quantités, bien sûr, on n'a pas le droit d'abîmer tout dans le champ, mais c'est Efker. Je ne veux pas posséder de fruits et de légumes de manière en grosse quantité, sauf ce dont j'ai besoin pour quelques jours, comme on va voir tout à l'heure. Deuxième obligation, c'est les orla belolefsel, on n'a pas le droit d'abîmer. Ça veut dire qu'on fait extrêmement attention, les légumes, les fruits, etc. Vous savez, les poubelles pleines de pluches qu'on met à la poubelle et qu'on jette, ça c'est interdit pendant un an. Il faut les mettre de côté, il y a des poubelles spéciales et on les laisse pourrir jusqu'à 108, une fois qu'on peut les enterrer. Deuxième obligation. Premièrement, FKR. Deuxièmement, interdiction de F7 d'abîmer. Troisièmement, on n'a pas le droit de faire du business. Quelqu'un qui cultive, il travaille son champ, et qu'il met dans un magasin qui vend, il fait du business, il sort toi. On n'a pas le droit. Après, on verra, est-ce qu'une personne qui le ferait, forcément, est-ce que cela interdit le fruit, qui est interdit, complètement interdit? Ça, c'est une autre question qu'on verra après. Il y a de nombreuses discussions sur cela. Donc, troisième obligation, c'est on n'a pas le droit de faire du business. Alors, tout le monde, vous allez me dire, mais c'est bien tout ça, mais moi, je vois plein de magasins en Yerushalayim, à Beth Yehuda et dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de villes. On voit des magasins qui ouvrent avec des panneaux, avec des affiches. Et alors, les affiches sans la malédiction, les affiches. Alors, on verra tout à l'heure que ces magasins ouverts, la plupart, qui sont ouverts avec un beau air cher, ce sont des fruits que l'on appelle de Otsar Beddin. Ce sont des fruits sur lesquels il n'y a aucun business qui a été fait. Ils ont été ramassés d'une certaine manière, dont on va parler tout à l'heure. Et ce que vous payez, ça peut être cher quelquefois, oui. Ce que vous payez, ce n'est pas du tout le prix du fruit lui-même. Pas du tout. Alors, quand vous achetez un fruit Kodesh de la 7e année, il devient Chol lui-même, et puis la pièce qui a servi à racheter, elle prend la Kdusha de Shvit. Ça, c'est vrai si ce sont vraiment des fruits de Shvit. Mais des fruits de Otsar Beddin, vous verrez dans certains magasins, c'est en gros Otsar Beddin, le trésor du Beddin. Cela, il n'y a pas de problème, il n'y a pas Atfasa, la Kdusha de ces fruits-là en question, elle tombe pas sur les pièces. Donc les pièces que le marchand peut les prendre et dépenser normalement. On verra tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que donc ce qu'on appelle Otsar Beddin. Donc voilà les 4 obligations Minatora, obligation de FKR, domaine public. Deuxièmement, pas les abîmer, les pluches, tout, ne pas jeter un qui a pourri et tout, surtout ne pas le jeter, le mettre de côté jusqu'à ce qu'il pourrisse. Interdit de faire du business, troisièmement. Et l'obligation de biour, ça veut dire une certaine période. Alors les périodes, vous allez me demander c'est quand, et bien vous allez voir en Eretz Israël, il y a des tableaux qui paraissent partout. Tel fruit, par exemple les raisins,
eh bien, ils ne sont pas interdits l'année de Shemitah, l'année prochaine, ils seront interdits la 8e année. Parce que l'essentiel de la pousse se fait pendant l'année de Shemitah, et donc, il s'interdit de les consommer, mais quand il arrive au mûrissement, ça veut dire la 8e année. Par contre, les raisins que vous trouverez la 7e année, dans la plupart des cas, ce sont des raisins qui ont poussé d'une certaine quantité haussière, on va dire, déjà avant la 7e année, c'était la 6e année, et donc on a le droit de les prendre. Oui, c'est compliqué, mais retenez qu'il y a une mitzvah de bio, donc il y a une mitzvah de mettre dehors l'ensemble des fruits de la Shemitah au moment où il n'y en a plus dans les champs. Voilà donc les 4 obligations Minatora. Vous voyez, c'est complexe, hein, ça ne s'acquiert pas rapidement, c'est bien, je suggère à chacun d'avoir un petit des contre-essais, pas au Hachem en hébreu, il y a beaucoup de contre-essais, pour en parler, qui sont parus et qui expliquent le fonctionnement. On a aussi 2 mitzvot d'obligation Midera Banan, qui sont l'interdiction des sfichim et l'interdiction de Yetzia lechul salaretz. Qu'est-ce que c'est des sfichim? Les sfichim, c'est de la chose, des choses qui viennent en parallèle, qui poussent à côté de l'essentiel. Et bien, ce sont l'ensemble des fruits et des légumes qui poussent d'eux-mêmes, sans qu'on les plante. Celui qui a un jardin, celui qui a un champ, c'est très bien. Il y a beaucoup de légumes et de fruits, même sans arroser, sans arrosage spécial. Ça pousse de manière sauvage. Il y en a beaucoup. Eh bien, ceux-ci ne sont pas interdits Minatora. Étant donné qu'il n'y a aucun travail qui a été fait, ils ont poussé tout seuls, la Torah n'interdit pas. Ce sont les Chachamim qui interdisent. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y avait des Avarianim, des gens qui n'écoutaient pas les Chachamim et qui travaillaient la terre. Et qui disaient, non, on n'a pas travaillé la terre. Les tomates que vous voyez ici, ce sont des tomates qui ont poussé tout seuls. Donc les Chachamim ont interdit les tomates qui ont poussé tout seuls. Parce que les gens prétextaient qu'ils avaient poussé tout seuls, alors que c'est eux-mêmes qui les avaient plantés, qui les avaient arrosés, qui les avaient cueillis. Ça s'appelle les sfichim. Donc ça veut dire, malheureusement, comme on va voir après, c'est seulement essentiellement sur les légumes, pas sur les fruits. Donc il ne me reste plus beaucoup de légumes mangeables l'année de Shemitah. Parce que s'ils ont été travaillés, ils ont été plantés, tout c'est interdit. Hein, et puis ceux qui ont poussé d'eux-mêmes, les Chachamim ont interdit. Donc c'est forcément limité. Alors, maintenant qu'on a vu l'ensemble, et puis le dernier, je répète, le 6e interdit, et c'est le 2e des Rabbanan, c'est qu'on n'a pas le droit de les sortir en route à l'arrêt parce qu'on a peur que les gens ne soient pas bien au courant, ne se comportent pas avec le kavod et les dynimes nécessaires pour manger des fruits de Shemitah. Imaginez que vous achetez des fruits de Shemitah qui viennent d'Eretz Israël comme ça, bon, par avion vite fait, mais comme on a l'habitude en France, prenez une tomate, n'importe quoi, vous l'épluchez, vous jetez souvent le tiers de la tomate passe à la poubelle. Ça, c'est rigoureusement interdit avec les fruits de la Shemitah. Donc, Chachamim ont interdit de le sortir. Maintenant, pas forcément, on va dire que si éventuellement vous voyez dans un magasin chez les Goïms, on voit des légumes ou des fruits qui viennent d'Eretz Israël, c'est pas forcé qu'ils soient interdits. Il y a eu une interdiction qui s'est faite par la sortie, mais pas forcément le fruit est interdit. D'ailleurs, une grosse marque là-dessus. Beaucoup de poskim permettent de consommer donc des fruits d'Eretz Israël. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ces fruits d'Eretz Israël, si on est sûr qu'ils sont de la 7e année, il n'y aura même pas besoin de prélever les tromotomasrot comme on fait d'habitude, parce que c'est l'année de la Shemitah. Et d'après ces poskim-là, on a même le droit de les consommer. Donc, il ne faut pas bannir complètement tout ce qui est made in Israël pendant l'année du Shemitah. Voilà donc déjà un résumé succinct de l'ensemble des interdictions de la Torah ou les Chachamim nous ont imposées pour pendant l'année de Shemitah. Bon, je pense que ce que je dis, on tâchera de dire en 2 ou 3 shiurim parce que vraiment c'est très vaste, mais je tâche de vous dire l'essentiel des connaissances qu'il faut avoir. Maintenant, il faut savoir une chose, qu'en Eretz Israël, il y a un grand problème qui est basé sur une marloquette entre les très grands poskim d'il y a à peu près 5 siècles. Quant à savoir le statut des pérotes
et Yerako d'Eretz Israël qui poussent dans des champs qui appartiennent à des goïms. Vous savez très bien que malheureusement, il y a beaucoup de champs d'Eretz Israël qui appartiennent à des goïms, des Arabes. Est-ce qu'on a le droit d'aller se servir chez eux la 7e année, sachant qu'ils ont fait pousser ça la 7e année? Autrement dit, est-ce que le fait que le goy il a acheté cette terre, est-ce qu'il a été mafkia, il a ôté en quelque sorte une partie de la Kdusha d'Eretz Israël, de telle sorte que les fruits qui sortent n'ont pas la Kdusha de suite ou pas? Question, oui. Eh bien, sachez que cette halakha que je viens de vous dire, c'est une marloquette très très connue depuis l'époque du Beth Yosef. Le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karé, l'auteur du Shulchan Aruch, pense que en Kdusha suite de Perot chez la Nochrim. Et je sais que à Yerushalayim en général, les grands rabbanim de Yerushalayim ont tendance à être possèdés comme le Beth Yosef. Et certainement, vous avez dû voir ça, je ne sais pas comment vous faites vous-même, ceux qui habitent avec Israël. Est-ce que vous achetez des fruits dont on est sûr, bien sûr, qu'ils ont poussé dans des champs qui appartiennent à des non-juifs? Faites extrêmement attention parce qu'il y a un tas de trafic. Chaque Shemitah, j'entends, il y a malheureusement des gens qui veulent trafiquer, donc en fait, ils prennent des fruits de champs appartenant à des Yehudim et ils prétendent qu'ils font un petit tour avec leur camion et ils passent par des champs qui appartiennent à des goïms et puis ils disent que ça a été cueilli dans des champs des goïms. On a vu beaucoup de cas comme ça. Je ne parle pas de ça, je parle vraiment il y a eu un picoir, il y a eu vraiment des chomrim qui sont allés dans les champs des goïms et qui ont vu que ces fruits, ces légumes ont poussé dans les champs des goïms. Auquel cas, le Beth Yosef permet. Et comme je vous dis, à ma connaissance, les grands rabbanim de Yerushalayim depuis Doré-Dorot, ils permettent, comme le Beth Yosef. Il y a un grand possèque aussi qui s'appelle le Mabit, qui est cholek sur le Beth Yosef, il n'est pas d'accord. Non, en koach, peyad nochri, le non-juif, n'a pas la force de faire sauter, d'enlever, d'ôter la Kdusha d'Eretz Israël concernant l'année du Shemitah. Ça veut dire, d'après le Mabit, même qu'un champ appartient vraiment à un goy, il a acheté vraiment son nom et trébuchant, eh bien, les fruits qu'il fera pousser là-bas, ils auront la Kdusha d'Eretz Israël, donc ils auront la Kdusha de suite. Donc, avec tout ce que ça implique, interdiction de business, interdiction etc., de FC, il faut pas quand on les épluche, il faut garder les épluchures et les laisser pourrir et ne pas les jeter, etc. Et je sais que dans, on va dire, la mouvance de Bnei Brak, à la suite du Chazon Ish il tenait très très fort, comme l'acheta du Mabit, que la possession d'Eretz Israël par un goy n'enlève pas la Kdushat d'Eretz Israël concernant les liens de Shemitah. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je vous invite à demander, écoutez, moi je suis en route Salares, je suis ailleurs, région parisienne, demandez à votre Rav. Demandez à votre Rav comment ils font. Est-ce qu'il y a un minag? Est-ce qu'il y a un minag plutôt la Kula ou plutôt la Khumra? Demandez à votre Rav. Il doit certainement avoir une réponse. Comment ça se pratique? En particulier chez Chabad, il y a un vieux Yishuv Chabad en Eretz Israël. Donc, il y a moyen de savoir si on donne le éther, donc d'acheter des fruits qui ont poussé dans un champ goy. Alors, revenons maintenant. Bon, je vais donner donc un tableau général des obligations et des interdictions de Shemitah. Maintenant, on va rentrer plus dans chacun d'entre eux. On a commencé par Efker. Parfait, vous avez un jardin, il y a des fruits. Il faut faire Efker, ça veut dire quoi? Alors, d'abord, quand on fait Efker, à partir de quand il y a cette obligation? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on le fait? Et une fois qu'on a fait Efker, est-ce que j'ai le droit d'aller dans mon jardin, dans mes champs, prendre un peu de fruits et les consommer moi-même? Oui, c'est quoi le statut de tout ça? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas le droit d'aller prendre une orange dans mon... J'ai un oranger chez moi, je ne peux pas aller prendre une orange? On va répondre à toutes les questions. Quand déjà? À partir de quand il faut faire Efker? Pour les légumes,
des légumes rentrent dans la Kedushat Shvit à partir de Rosh Hashanah, de la Shemitah. Donc pour nous, c'est à partir de la semaine prochaine. À partir de Rosh Hashanah, tous les légumes sont FKR. On va d'après la Lekita, d'après la cueillette. Donc si je le cueille, l'année de Shemitah, ils ont la Kedushat Shemitah. Par contre, les arbres, non. Les arbres, on va d'après la Hanata, le bourgeonnement, certains disent d'après le tiers de la pousse. Lorsqu'il est arrivé au tiers de sa pousse, le fruit, déjà, hein, il est considéré comme mûr. Donc, si le tiers de la pousse du fruit a eu lieu la 6e année, cette année-là, ça fait le PALF, alors on considère qu'il a poussé la 6e année. On peut le consommer la 7e année, même si les deux tiers qui restent ont grandi l'année de Shemitah. Et pareil aussi en fin de 7e année, en fin de l'année Shemitah, imaginons qu'il y a des fruits qui ont poussé un tiers, même que les 2 tiers vont pousser l'année de la Shmini, la 8e année, eh bien, on considérera que ce fruit a poussé l'année de Shemitah, et donc on rentre dans le problème de Shemitah. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a certains fruits, comme j'ai un peu regardé dans la méthode, par exemple les olives, les raisins, c'est essentiellement la 8e année qui sont interdits, plus que la 7e année. Parce qu'en fait, ceux qui sont entre nos mains à la 7e année, ils ont poussé, le tiers a déjà poussé la 6e année. Donc, je vous invite tous à regarder, c'est de mieux en mieux fait, j'imagine, avec maintenant les informations qu'on a. Vous demandez dans votre choule, partout, il y a des revues qui donnent chaque fruit, à partir de quand on rentre dans le problème de Shemitah. Et puis, quand on rentre dans le problème de Bi'ou, dont j'ai parlé précédemment, savoir à partir de quand je ne peux plus du tout en consommer avant d'avoir vidé toute ma maison de ces fruits, et ensuite, je pourrais seulement en commander. Voilà, donc j'ai parlé de quand donc les légumes depuis Rosh Hashanah, les fruits à partir du tiers de la pousse. Comment fait-on le FKR? Alors, je vous l'ai dit qu'il y a une marque loquette. Il y en a qui disent que le FKR, il se fait tout seul. Bet Yosef, il pense non, il faut le faire BP, il faut le dire. Je prends 3 personnes, je dis je fais FKR, tout m'est bien. Maintenant, 3e question que j'ai soulevée. Ok, j'ai fait FKR. Est-ce que j'ai le droit d'aller dans mon jardin, aller cueillir des fruits, aller prendre des légumes? Ok, ils sont FKR, n'importe qui peut en manger. Est-ce que je fais partie du n'importe qui? Réponse oui. Je peux moi-même aller dans le champ que j'ai fait FKR, aller me servir, prendre des tomates, prendre des carottes, etc. Combien? Oui, c'est compliqué, hein, c'est pas évident. Eh bien, on considère qu'en général, on a le droit de faire entrer, d'engranger à la maison une quantité suffisante, les tzorer hamishpacha, les kamayamim. J'ai besoin de la famille pour quelques jours. Je ne suis pas obligé d'aller cueillir tomate par tomate ou radis par radis. Je peux prendre des petites quantités, mais un petit peu ce dont j'ai besoin pour quelques jours. En fait, pour donner une image, j'imagine c'est ce qu'on irait acheter en magasin pour sa famille. Quand on achète, maintenant les grandes familles, on n'achète pas pour un jour, on achète pour quelques jours, pour une semaine, on va dire quelques jours, qu'on ait des provisions pour ne pas plus. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, ces provisions en question qui sont à la maison, que j'ai le droit de ramasser pour 5-6 jours, selon le cas, si j'atteins le Zman Adio, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus de ces tomates dans les champs, il n'y en a plus, ça y est, donc les animaux peuvent plus en consommer, donc on a mis l'homme au niveau des animaux, et donc je dois prendre toutes les tomates, toutes les carottes, toutes les pommes de terre qui sont chez moi, dans la mesure où il n'y en a plus dans les champs, alors je dois tout sortir et mettre ça à l'extérieur avec ma firota. Je répète encore que ce Zman dont je parle, ne vous inquiétez pas, il est marqué dans les tableaux. Je me souviens, il y a une 20aine d'années, j'étais en Eretz Israël et j'étais invité chez des amis à Bnei-Brak. Il m'avait servi un verre de vin, très intéressant. Dès qu'il a fini de me servir, il a pris la bouteille, il l'a mis dehors, il a ouvert sa porte, il l'a mis dehors, sur la cage d'escalier. À l'époque, je n'étais pas bien au courant du fonctionnement, oui, parce qu'il est FKR. Donc, je me suis servi, je t'ai servi, je sers mes invités, et puis je le laisse à l'extérieur. Ça veut dire qu'il pourrait venir un voisin maintenant et prendre cette bouteille, se servir, et puis la refaire une deuxième fois FKR. Très intéressant. Peut-être que je parle à des gens qui sont au courant de tout ça, hein, vous vivez comme ça, mais nous, pour un chutznik de Chutz La'aretz, c'est tellement bizarre cette manière de vivre, mais bon, ça s'appelle vivre dans la douche, vivre dans la hardout. Je trouve ça extrêmement beau.
de voir qu'on est tous shootables dans tout. S'il vous plaît. Voilà. Vous avez une S'il vous question? plaît. Oui. Quand vous parlez de produits qui sont engrangés, c'est pendant la 6e année, je suppose. Engranger, je parle, sachez une chose, même la 7e année qu'il est interdit de travailler, etc., il est permis de prendre une petite quantité pour soi-même. Je ne suis pas moins que n'importe quel voisin qui peut venir chez moi prendre des fruits. Non, pour les animaux. Pour les animaux. Non, pour les animaux, ça c'est vers la fin. Pour les animaux, vous verrez sur les calendriers, on vous dit, disons, au mois de juin, il y a tel fruit ou tel légume qu'on ne trouve plus dans les champs. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Alors là, c'est la semaine du biour, il faut mettre tout dehors. Ça, je n'ai pas parlé encore. Qu'est-ce qu'on fait après le biour, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir qu'il y en a qui pensent qu'après le biour, il faut tout détruire. Il y en a qui disent qu'on peut encore consommer. J'en parlerai tout à l'heure. Je ne parlais pas du biour maintenant. Je parlais avant le biour, au début. Au début, j'ai fait FKR. Voilà, disons que j'ai un champ de tomates. D'ici 15 jours, je dois mettre un panneau ou dire à tout le monde, voilà, c'est FKR. Mais j'ai bien le droit de prendre de ces tomates. Je les prends, je prends chez moi. Alors, la quantité, c'est ce que je viens de vous dire. C'est le besoin d'une famille pour quelques jours. Vous voyez? Alors, ce dont j'ai parlé, c'est après le bio. J'en parlais tout à l'heure. Excusez-moi, je peux intervenir. La quantité permise, c'est la même pour le propriétaire que pour les personnes qui… Exactement pareil. Exactement pareil. Pour le propriétaire, comme pour les invités, c'est comme les mots, j'ai noté les mots, les shimouch kamayamim. Ça, c'est marqué dans les livres. Les shimouch kamayamim, j'imagine que quand vous allez faire vos courses, vous prenez, je sais pas, 5 kilos de tomates parce que vous avez 30 personnes chez vous. Vous prenez 5 kilos de tomates, vous voyez? Comme ça. Et est-ce que si quelqu'un n'a pas mis une indication qu'il est d'accord qu'on rentre, on ne peut pas y aller, c'est ça, dans le champ de… Lui, il a été ouvert, ce monsieur-là, il a été ouvert, il a transgressé à l'histoire de la Torah, mais on ne peut pas le forcer, bien sûr. S'il interdit, on ne peut pas rentrer. Mais en général, mais ceux qui le font, en général, ils préviennent, ils mettent un panneau, ils mettent quelque chose, c'est sûr. D'accord. Et la quantité, elle est donc à apprécier. Alors, ça peut être même… Oui, elle est appréciée. D'ailleurs, je vous conseille, maintenant que vous êtes au courant du problème, tâchez dans votre choule, parler entre vous de ça, parler au rave. Vous dites, OK, voilà, il y a tel champ, tel jardin qui est ouvert, c'est quoi les quantités qu'on a le droit de prendre? Sachant que moi, j'ai monsieur, madame, papa, maman, avec 2 enfants. Vous voyez, je pense qu'ils ont dû faire des évaluations approximatives. Moi, je vous dis les mots marqués dans les livres. Vous voyez, les kamayamim, c'est marqué. Les shimouch kamayamim. Maintenant, il faut déterminer, je ne sais pas combien les gens consomment de tomates pour kamayamim en Eretz Israël. Donc, il faut voir vraiment le minag haolam. Voilà. Merci. Merci. Voilà. J'avance un peu maintenant. Donc, je vous ai parlé de ça. Je vais vous parler maintenant de l'interdiction de Shrora. Celui qui fait du business avec les fruits de… C'est très intéressant. Je vais continuer ce que je suis en train de vous dire. Imaginez que vous avez pris la quantité, comme ça, 4 kilos de tomates. Il n'est pas interdit de les vendre. Vous avez le droit de les prendre, bien sûr, mais vous n'aimez pas d'Afka les tomates. Maintenant, il y a un ami, il dit que moi, je fais des ventes. Vous avez le droit de les vendre. C'est intéressant, cette chose à dire. Ce qu'on a le srora, c'est-à-dire faire avec toute sa récolte. Mais la partie de légumes, de hiéracote que vous avez le droit de prendre et de consommer, il n'y a pas une interdiction de la remplacer par l'argent. C'est très intéressant. Par contre, j'arrive maintenant en diane de srora. Celui qui a des champs, maintenant quelqu'un d'israélien, qui a un kibbutz, c'est malheureusement qui n'est pas encore religieux. Il va l'être bientôt, mais pour l'instant, il n'est pas religieux. Bon, pour lui, il dit, oh là-bas, c'est ch'touillotte, tout ça. Moi, j'affaire et tout ça, j'exporte dans toute l'arrêt, dans toute l'Europe. OK. Ben, celui-là, il transgresse une mitzvah tassée. Voilà. Il transgresse malheureusement une mitzvah tassée d'Oraïta de faire du business avec la Torah ne veut pas qu'on fasse cette chose-là. Vous voyez? Donc, mais ce qui est très intéressant, c'est que, imaginons maintenant qu'il a quand même fait du business, ce monsieur-là, et qu'un jour, vous êtes dans une table, vous êtes invité chez des amis, et il vous dit, voilà, j'ai des fruits d'Eretz Israël, je ne peux pas te garantir que la personne qui nous a donné, il n'a pas fait du business avec. Sachez qu'il y a certains postings qui disent qu'on a le droit de consommer. Alors, je ne vous cache pas que j'attends ce chiour un peu pour connaître le minag d'Eretz Israël. Je veux savoir le minag. Tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, pour les fruits qu'on achète chez les goïms. Ça, je sais, j'étais en Eretz Israël, j'ai renseigné, je sais que du côté d'Yerushalayim,
qui font comme Rabbi Auerbach et d'autres des grands poskim, ils achètent des légumes dans les champs goy, et du côté de Nebrak, ils n'achètent pas. Ça, je le sais. Mais il y a beaucoup d'autres halakhot marqués dans les livres qu'il faut quand même que vous renseigniez sur le minag. On dit que minag, c'est chachouv, hein, Toraï. Donc, sachez qu'il y a des hétérim. Hein, sachez que le Chazon Ish permet, par exemple, alors qu'il est marqué dans plein de choses, il permet des fruits comme ça, et qu'on a fait du commerce avec, ils ne sont pas interdits. Celui qui a fait le commerce, il a fait issou, mais le fruit, j'ai le droit de le consommer. Si vous achetez un étrog, prenons le cas du étrog, le étrog en route à l'arrêt, on a transgressé l'interdiction de sortir. Ce n'est pas interdit de faire la mitzvah d'herba minime avec un étrog d'Eretz Israël, même qu'on n'aurait pas dû le sortir en route à l'arrêt. Vous voyez, c'est à la fois qu'il faut bien faire attention parce qu'on peut vraiment se tromper, quoi, si on ne fait pas bien attention aux détails de ces halakhot-là. Voilà. Je vais vous poser une question. Vous avez dit qu'il transgresse une loi Midoraïta, mais Oui. Qu'à présent, on entend que si aujourd'hui on pratique la Shemitah, parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, que Midérabanan. Alors, comment on peut être sévère comme ça? D'abord, je vous dis tout de suite que c'est une grosse marloquette, si c'est Midérabanan ou Déoraïta. Maintenant, quand je vous dis Siminat Torah, je parle mais Ikaradine, quand il y a la vraie Shemitah. Après, maintenant, on va faire une translation, si vous voulez. Maintenant que d'après de nombreux poskim, tout le concept de Shemitah, c'est des Rabanan, donc tout ce que la Shemitah induit, par exemple, le Inan de Hefker, le Inan des Sfichi, le Inan du Hefsed, le Inan de la Sfora, ça va donner des Rabanan. Et quand je dis transgresse un mitzvah tassé, ça c'est dans la mesure, bien sûr, où il y a encore le vrai din de Shemitah, ça, c'est sûr. Mais malgré tout, c'est quand même très chamour et je vois, vous savez, je me permets de vous ajouter quelque chose. Vous savez que le rabbi est très marqué dans ça, il dit qu'il faut faire très attention, mais il s'opposait à ceux qui s'opposaient à la vente de la terre. Vous avez tous entendu parler de la vente de la terre vers Israël. Les grands rabbanim l'ont fait dans les années 1900 et tout. C'était une catastrophe à l'époque, ça avait peine de quoi manger. Les rabbanim ont trouvé, dans la mesure où ils s'appuyaient sur les poskim qui disent que la Shemitah c'est des rabbanan, ils vendaient la terre au goy. Bon, comme un peu à l'image de la vente du Hametz, il dit bon, puis c'est vendu au goy, donc on est sommaire sur la chita du Beth Yosef, que quand ça appartient au goy, il n'y a pas de jatuite. Et on fait tout un tirouf, toute une accumulation de coulottes, de permissions pour arriver finalement à permettre, parce que c'était presque picouard, c'était même pas presque, c'était vraiment picouard nefesh. Bon, les années ont passé, le Chazon Ish a fait un grand rage quand il a fait en Eretz Israël. Maintenant, dans le monde orthodoxe, on n'est pas sommaire sur la vente. Le grand Rabbi a fait la vente. Il a fait parce qu'il dit, de toute façon, je comprends très bien les amants, et j'ai vu ça dans une lettre du Rabbi. Le Rabbi dit, il faut quand même la faire. Il y a des poskim qui pensent qu'on peut la faire. Il y a des poskim qui sont anti-rabbanan. Pourquoi ne pas faire ça? Pour alléger les avérotes de ceux qui transgressent. C'est la chita du Rabbi. Alors pour les gens qui sont proches de la Torah, c'est sûr qu'il faut être marqué. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas une bêtise. Certains vont vous dire non, ça ne sert strictement à rien, c'est le zéro absolu. En tout cas, de ce mot du Rabbi, on voit que ce n'est pas le zéro absolu. C'est comme tout, c'est une marloquette. Dans notre monde à nous, on n'est pas sommaire sur la vente. Hein. D'ailleurs, ils sont honnêtes, en général, ils vous mettent dessus sur les bouteilles de vin Eter Mechira. C'est marqué Eter Mechira, on ne prend pas. Mais c'est sûr et certain, je préfère qu'un juif prenne du vin avec Eter Mechira que du vin pas cachère, c'est évident. Parce qu'il est basé sur des poskim, sur des pilpoulim, sur beaucoup de fatigues, des gdolim qui ont essayé de trouver des terrains. Alors, vous voyez, c'est toujours cette espèce d'antinomie qu'on voit. D'un côté, on est marqué, de l'autre côté, il faut laisser la porte ouverte à ceux qui n'ont pas de solution. Maintenant, quand je dis pas de solution, je dis les gens qui ne sont pas très religieux, mais ceux qui sont religieux, quel que soit leur matzab kalkali, leur matzab de parnassa, ils doivent faire Mesirut Nefesh. Ils doivent s'arranger, faire Mesirut Nefesh, et le srout de la Mesirut Nefesh fera que Bezat Hashem, il y aura la bracha. D'ailleurs, vous connaissez tous ce maasé. Je crois qu'il y a deux shmitot. C'était dans les années, si je ne me trompe pas, les années
2007-2008. Il y avait une personne qui... C'était une année très, très, très négative. Et malheureusement, les récoltes étaient catastrophiques. Et le gouvernement avait donné des subventions pour ceux qui repiquaient le blé. Je ne suis pas cultivateur, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Donc, mais en repiquant le blé, bon, ben, il pouvait repartir, avoir une nouvelle jeunesse. Mais bien sûr, repiquer le blé dans l'année 2007, c'était l'année du Shemitah, c'est interdit. Et le gouvernement, connaissant ça, il a dit ceux qui ne repiquent pas, on ne donne pas la subvention. Donc, c'est très, très dur comme Isaïon. Et un chassid, je veux dire, c'est mieux qu'un chassid, c'est un bal tchouva. Quelqu'un qui revenait de loin, mais qui était convaincu que c'était bien de le faire. Il a dit moi, je ne le fais pas, je ne veux pas de subvention, advienne que pourra. Il s'est trouvé vache, il y a eu un miracle de miracle de miracle. Il y a des buts qui sont tombés pile à une certaine période. Et il s'est trouvé que tous les champs environnants s'étaient asséchés. Et son champ, qui n'avait pas été repiqué, qui n'avait pas reçu la subvention, qui n'avait pas fait le travail que normalement un cultivateur consciencieux devait faire, eh bien, c'était tellement miraculeux, écoutez bien, que dans les écoles Haredi, il y avait une sortie par semaine pour aller rendre visite à ce champ. Je n'ai pas le nom, malheureusement, je n'ai pas le même nom. Il faudrait que je revoie l'histoire avec le nom de la personne. On va voir le champ de telle personne. Regardez les grains de blé. On n'a jamais vu des grains de blé pareils. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait le travail la 7e année, parce qu'il n'a pas fait ce repiquage. Extraordinaire. C'était la sortie. C'était vraiment le balagan dans les écoles. Allons-y, on va voir ce miracle dans ce champ-là. Donc, il faut avoir bitachon. Ça, c'est clair pour nous. Il faut éduquer, de donner cette force-là à nos enfants, d'aller jusqu'au bout de l'idée, avec l'aide d'Hachem. Maintenant, il n'en reste pas moins que si on me demande de faire quand même la vente pour un kibbutz qui de toute façon ne respecte pas la malo, pourquoi pas? Qu'est-ce que je perds? Il y a une chance que ça marche, parce qu'ils vont, ça marche. Bon, il faut quand même aider les gens. Quitte ensuite aller les voir et leur dire d'être mis sur nefesh, etc., de se donner entièrement là-dessus. Voilà donc un tableau général donc, des interdictions de la Shemitah. Donc, je vais vous faire un petit résumé. On rentrera davantage dans les détails des travaux interdits, qu'est-ce interdit, l'arrosage, le repiquage, etc. On va rentrer plus dans les détails. Mais déjà, je vais vous donner un tableau général, des grands titres des problèmes de la Shemitah. Et si on a le temps, vous parlez quand même du concept de Otsar Beddin, que vous compreniez comment il y a des magasins comme ça qui vendent, etc. Comment ça marche. Bon, alors je répète encore une fois que la chose vous reste. Obligation à 7e année d'être marqué tous ses biens. Domaine public, ça n'appartient pas. Et moi, je suis propriétaire de ce champ comme tout le monde. Tout le monde peut venir prendre. Avec une discussion, est-ce que je dois dire avec la bouche ou bien ça se fait de soi-même? Deuxième point, F7. Alors là, vous êtes habitué en Eretz Israël, partout, j'ai déjà vu, j'y étais il y a 2 Shmitot, je crois. J'ai vu partout, il y avait des grosses, à l'époque c'est du plastique, des gros sacs plastiques avec les déchets, des fruits, etc., qu'on n'avait pas le droit de jeter. Donc, vous allez prendre soin cette année de ne jamais abîmer les fruits, abîmer les légumes, jeter même les écorces qui sont un petit peu mangeables, c'est interdit. Je voulais quand même vous ajouter que pas forcément tout est interdit. Par exemple, du bois, les asaka pour brûler, il n'y a pas d'un arbre, c'est les fruits, ce n'est pas le bois. Il faut qu'il y ait une nana comme manger, se parfumer. Par exemple, une anecdote qui me revient, une année, je voulais acheter des fleurs. J'étais invité à un Shabbat chez des gens. Je voulais acheter des fleurs. Et j'étais sur le point d'acheter. Un ami m'a dit, attends, achète celle-là, pas celle-là. Quelle différence? Je peux faire celle-là, elles sentent mieux. Mais oui, mais c'est parce qu'elles sentent. Des fleurs odoriférantes qui sentent bon, des roses qui sentent la rose, et à couche à suite. Si ce sont des fleurs décoratives seulement qui n'ont aucune bonne odeur, qui sont juste jolies, il n'y a pas de suite. Parce que la hana de sentir, c'est comme une hana de manger. Mais la hana du cœur, le profit la hana des yeux, ce n'est pas considéré comme un profit physique. Comme la sikha. Sikha, ça veut dire s'enduire. Si on a des pommades
qui sont faites avec des fruits de Shemitah, c'est interdit parce que c'est Rakeshtia, c'est comme si on buvait. Voilà une petite anecdote, je vais faire la parenthèse pour vous dire vraiment, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de détails à connaître l'année de Shemitah. Entre autres, voilà, le fer qui sent, c'est interdit, le fer qui ne sent pas, c'est pelé, comme c'est dit là. Donc, F7, FKR d'abord, F7, ensuite, ça c'est le deuxième. Je vous ai parlé aussi de le troisième, c'est le Srora, c'est faire du business. Hein. Et je répète encore que les magasins, Bet Yehuda et partout, qui sont ouverts et qui vendent des fruits avec des chérim et tout, ils ne vous vendent pas le prix du fruit, ils vous vendent le travail qu'a coûté, le coût du travail pour amener les fruits dans ce magasin de fruits, à savoir la récolte, et les camions, etc., le portefeuille, etc. Comprenez bien, ce n'est pas du business avec les fruits, c'est un chesed qui vous rendent. En fait, vous donnez parnassa à des travailleurs qui coupent, qui ont le droit de couper, mais ils ne se font payer que pour la coupe seulement. Rien à voir avec le fruit. Le fruit, il est gratuit. Voilà, donc, interdiction de forage, je disais, donc de faire du business. Par contre, quand est-ce que vous commencez? C'est combien? Vous me prenez. Ah, vous me prenez. Excusez-moi, il m'attend pour Mincha, mais bon, je vais quand même piquer quelques minutes encore. Donc, je disais que, comme je disais tout à l'heure, on a le droit d'avoir des petites quantités. Prendre des petites quantités, on peut. Alors, ces petites quantités que j'ai le droit de prendre, comme tout un chacun là, qui veut venir, ça, j'ai le droit de prendre une certaine quantité dont on a besoin pour les kamayamil, et cela même, je pourrais les vendre. Donc, je pourrais me faire un petit gagne-pain en vendant un petit peu. Ça, c'est permis. Donc, ça, c'est Srora. Ensuite, il y a le lien de bio. Vous allez tous en entendre parler. Sur chaque fruit, il y a le lien de bio, c'est-à-dire le sortir de la maison. Mais qu'est-ce qu'il fait chez moi? Je n'ai pas le droit. Si j'ai le droit de prendre des petites quantités. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai le droit de prendre des petites quantités. Et ces petites quantités que j'ai le droit de prendre dans mon champ, dans mon jardin, chez le voisin, eh bien, ceux-là, quand arrive le Zman du bio, que vous verrez dans les calendriers, il faut mettre tout dehors. Et ça, c'est donc les 4 obligations Minatora. Minatora est comme la remarque qu'un d'entre vous m'a fait, bon, je parle, mais Icaradi, ou les poskim qui pensent que même de nos jours, c'est Minatora. Maintenant, ceux qui pensent être Rabbanan, bon, ce sont des Issourim de la Torah qui deviennent des Rabbanan parce que de nos jours, on n'a pas le roc du cœur d'Israël qui est en Israël. Maintenant, des interdictions des Rabbanan, que même à l'époque de la Shemitah, c'était quand même des Rabbanan, c'est Sfichim, comme il dit, et Yetzia. Sfichim, c'est donc tout ce qui pousse sans travail, tout seul. Vous avez dans un jardin, les légumes poussent tout seuls. Il y en a plein de jardins comme ça. Et bien, ceci aussi est interdit. Et sortir les fruits d'Eretz Israël. Encore une anecdote que je vous ramène. Je me souviens, comme je vous disais, il y a 2 shmirot, j'ai invité chez deux shmitot, j'ai invité chez des amis. Bon, il me semble que je peux surprendre la smira sur certains inyanim, sur très faute et tout. Et mon ami m'a donné un tzedala derrière. Je suis parti, mais attends, je te donne un petit paquet, il m'avait donné un sandwich, etc. Et quand je suis rentré dans le taxi, il me fait un site comme ça, mais attends, il me reprend le sac. Il m'en donne un deuxième. Il m'a dit, Pitom, Makara, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, ce que je te donnais, les premiers que je te donnais, ce sont des fruits d'Eretz Israël, qui sont 100% cachers. Ils sont 100% cachers parce qu'on a fait FKR, j'ai pris juste la petite quantité dont j'avais besoin, j'ai parfaitement le droit de manger moi et mes invités. Seulement, tu reprends l'avion pour aller en route à l'arrêt, et je ne veux pas te laisser sortir avec des fruits d'Eretz Israël. Et donc, il m'a donné, s'était débrouillé pour m'avoir des fruits, je ne me souviens plus bien, ou bien des fruits d'Eretz Israël, mais dans des champs goy. Il a peut-être été sommaire sur la chita du Beth Yosef, ou bien c'était carrément des fruits vraiment de route à l'arrêt, quoi. Il y a des importations, c'est très bien en Eretz Israël, de fruits de route à l'arrêt. Vous voyez donc tout ce méli-mélo de Maasim auquel il faudra faire attention. Et moi, ça me touche beaucoup, toutes ces choses-là, parce que c'est vivre avec Dieu. Hein, ce que la Torah veut de nous, c'est sentir l'Emouna, sentir que chaque geste qu'on fait, chaque parole qu'on dit, sortir d'Eretz Israël avec un petit sandwich, ça peut être assourd, et oui, c'est comme ça. Parce qu'il y a une interdiction de sortir des fruits sains. Les fruits d'Eretz Israël, ils sont sains. De la 7e année, je parle. Hein. Ils sont sains, ils ont une sainteté. Quand on les achète,
eh bien, la kdusha de ces fruits, il tombe sur les pièces. Extraordinaire. Voilà, messieurs, voilà, mesdames. Malheureusement, je vais obligé d'arrêter. Hein, comme je vous dis, il y a Mincha, ils m'attendent en plus. Merci Donc, beaucoup. je vais vous dire un grand Erev Tov encore une dernière fois. Et je tâcherai de faire en sorte. Alors, malheureusement, la semaine prochaine, malheureusement, l'année prochaine, c'est Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah. Donc, rendez-vous entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, Bezrat Hashem. Donc, on va recharger les accus. Mais disons, je vous ai donné quelques éléments pour vous donner envie de faire la mitzvah de Shemitah comme il faut, avec Chayout, avec Simcha. Et toutes les galères qu'on va avoir, c'est des galères positives, des galères de kef. Vraiment, j'ai un kef de pouvoir. Moi, je voudrais aller en Eretz Israël, rien que pour faire un peu cette mitzvah de Shemitah, Bezrat Hashem. Alors, je vais souhaiter à tout le monde, très vrai, Shana Tova en tout cas. Amen. Voilà, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie, qu'on soit tous en bonne santé. Amen. Et tout le cas Israël va monter en Eretz Israël, Bezrat Hashem, et faire vraiment la Shemitah comme il faut, avec toutes les possibilités de la faire comme il faut. Amen. Amen. Allez, coach, messieurs. Hein. Au revoir. Au revoir, bonne année.